Écoutez, merci à tous, merci de cette invitation. Je suis ravi de faire partie avec vous de ce premier Davos des PME. On peut supposer qu'il y en aura dans un second temps un second, puis après peut-être même un troisième, et même un quatrième aussi, il faut voir grand. Et puis, pour ceux que j'ai jamais rencontrés, c'est que je me qualifie toujours de PMiste. Alors, voilà, ça fait 20 ans que je travaille sur la PME. Je fais partie de l'école de la PME de Montpellier. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quand même une école de pensée du management de la PME à Montpellier qui a été initiée il y a 40 ans par Michel Marchenet, peut-être que certains connaissent. Et puis aujourd'hui, avec le label S'entreprendre, avec Karim Mességhem, Sylvie Samut et puis bien d'autres, on continue à œuvrer et à théoriser la PME. Alors, en guise de préalable, moi ce que je pourrais dire en tant que chercheur sur la PME, c'est que les PME sont partout. Quand on est en Languedoc-Roussillon, c'est 98% des entreprises. Quand on est en France, c'est 96% des entreprises françaises qui sont des PME. Elles sont partout également en Angleterre, en Allemagne, au Portugal, en Espagne. En Grèce encore plus, le taux de PMisation est encore plus élevé. Et quand on élargit, on se rend compte que les PME sont partout en Europe, mais également en Afrique. C'est une terre de PME, l'Afrique. C'est une terre d'entrepreneurs, parfois même d'entrepreneurs informels, mais c'est une terre d'entrepreneurs et de PME. C'est également le cas aux États-Unis, en Amérique du Nord, c'est également le cas en Asie. Et donc du coup, les PME sont partout dans le monde. Elles sont partout, sauf dans les livres. Elles sont partout, sauf dans les théories. Et ça pose un problème parce que les élites ne respectent que les théories. Et ça va me permettre de rebondir par rapport à tout ce que je viens d'entendre. C'est que quand on regarde l'enseignement du management, moi, la plupart de mes collègues, qui soient à l'IAE, pardonnez-moi, mais on est ici dans un regroupement des gens de l'IAE, mes collègues profs de management dans les IAE sont profs de finance, profs de marketing, profs de GRH. Mais quand on regarde une PME et encore plus une TPE, ce découpage par fonction n'a pas de prégnance. Un dirigeant de PME n'a pas forcément un DRH. Il n'a pas un directeur financier, il n'a pas un directeur marketing. Et donc on voit bien que toute la modélisation du management a été conçue autour, pour et par la grande entreprise. Et vous le savez comme moi, puisque vous avez fait des études de management comme moi, les premiers auteurs qu'on enseigne en théorie des organisations, vous les connaissez tous, c'est Taylor. Taylor, il n'a pas pensé à la PME. Quand on est un peu chauvin, on enseigne aussi Henri Fayol, de l'école des mines de Saint-Étienne, où j'étais justement hier. Il n'a pas théorisé la PME. En stratégie, on parle de Michael Porter. Pardonnez-moi, mais lisez Porter, il n'a pas théorisé la PME. Il n'y a que Mintzberg, peut-être, qui a effectivement, avec ses typologies d'organisation, structure simple, adhocratie, organisation missionnaire, on retrouve la PME. Mais finalement, la plupart des théorisations sont conçues autour de la grande entreprise. Donc du coup, il y a un impensé. Il y a un impensé dans notre société de la question de la PME. Et ça crée une tension que j'observe partout. Pas moins en France qu'ailleurs. Même aux États-Unis, qui est le temple de l'entrepreneuriat, mes collègues profs d'entrepreneurship me disent toujours, dans la hiérarchie des profs de management, alors moi quand je dis PMiste, vous imaginez, quand je dis à mes collègues que je travaille sur l'artisanat, parce que pour moi les artisans ce sont aussi des entrepreneurs, une fois un collègue m'a dit, ah, c'est un sujet exotique. Non mais c'est intéressant, comment tu fais non, la hiérarchie, c'est le professeur de finance. Mes collègues me disent maintenant, je suis professeur de finance. Vous voyez, je suis professeur de marketing, je suis professeur de GRH. Vous voyez. Alors, PMiste, vous en avez rencontré beaucoup des PMistes? Pas beaucoup, hein. On est minoritaire. Je dirais qu'à peu près 3, 4 à 5% des chercheurs en management travaillent sur les PME, alors que 95% des entreprises sont des PME. Donc il y a un écart qui est un déni de réalité. Et donc, votre initiative du Davos de la PME est, en tout cas pour moi, une excellente initiative. Et quand M. Martinez m'a contacté il y a 3-4 mois pour dire est-ce que vous accepteriez de participer, j'étais en conférence moi hier, donc je ne pouvais pas être des vôtres, mais j'ai dit écoutez, j'arriverai, si je peux passer le samedi après-midi, je serai des vôtres. Donc, alors, je vais réagir sur ce que vous avez dit par rapport à ce que je viens de dire. Je me risquerais à résumer ce que j'ai entendu autour de deux diptyques, parce que finalement, on pourrait presque dire vous avez dit tout et son contraire. Et pourtant, c'est la réalité de la PME. Vous m'avez parlé de l'individu, vous m'avez dit entreprendre, c'est s'auto-entreprendre, c'est s'entreprendre. J'ai bien aimé le s'entreprendre. C'est un projet de vie. Et vous l'avez bien dit.
il y a un enthousiasme de l'entrepreneur qui parfois part de rien. C'est pas une mythologie, hein, le garage ou la chambre. C'est une réalité. On peut parler de Ligny-sur-Val, je pourrais vous parler de Jean-Jacques Promet, celui qui a fondé l'ITEC ici, à 2 pas d'ici. Ça part de rien, ça part dans sa tête. Et puis petit à petit, on crée un projet et on est pris par ça. Et c'est pas forcément le profit qui est l'élément moteur, c'est l'idée peut-être même de changer le monde et de changer son propre monde. Je pense que celui qui crée son propre emploi, c'est déjà un acte noble. Même si c'est vrai que les élus préféreraient faire de l'entrepreneuriat à forte croissance et à forte capacité de création d'emplois, mais un homme ou une femme qui crée sa pizzeria ou son atelier d'artisanat, c'est déjà pour moi de l'entrepreneuriat. Alors vous avez beaucoup parlé de l'individu, mais vous avez également énormément parlé du collectif. Et ça c'est intéressant parce que très souvent on voit la PME comme un acte indépendant, individuel. Mais vous avez parlé de réseau, vous avez parlé d'une notion que je ne connaissais pas d'actionnariat de production, vous avez parlé d'accompagnement, vous avez beaucoup insisté sur l'accompagnement. Je présuppose qu'il y a peut-être une surprésentation ici dans ce groupe de gens qui sont peut-être dans l'accompagnement de la PME et également de gens qui travaillent dans les collectivités territoriales qui accompagnent la PME. Mais vous avez raison, je le partage aussi. Mais ça, on est plus dans la dimension collective. C'est-à-dire que entreprendre, c'est un acte individuel, mais seul, c'est compliqué. Et donc il y a bien cette double dimension. Donc pardonnez-moi le terme, je dirais qu'il y a une dialogique en fait. Il y a ces deux logiques individuelles et collectives qui sont concomitantes dans la notion de PME et dans la notion d'entrepreneuriat. Et puis il y a une deuxième chose que j'entends. Vous m'avez parlé de l'acte d'entreprendre comme une quête de liberté. J'ai entendu le mot liberté plusieurs fois. Acteur de liberté, un projet avec une adéquation homme-projet. Et puis j'entends entreprendre comme acte de libération. C'est-à-dire entreprendre, c'est une quête de liberté ou c'est un acte de libération? J'ai entendu parler de libération quand j'ai compris que vous vouliez vous libérer du lien avec les donneurs d'ordre. Ça, c'est l'actionnariat de production. Vous m'avez parlé d'un acte de libération quand vous m'avez parlé du crowdfunding, se libérer peut-être de la banque traditionnelle. Vous m'avez parlé également d'acte de libération à propos de l'État. Et d'ailleurs, je relève là, à présent ce passe-passe, mais très français. La société, c'est l'État. Si vous lisez le phénomène bureaucratique de Crozier, en 1963, il y a 50 ans, que nous apprend Crozier sur le phénomène bureaucratique, c'est cette société française qui a poussé plus loin que toute autre société occidentale l'exécration de la fonction publique et en même temps une forme d'adulation. Les Français critiquent en permanence les fonctionnaires et ils sont droit dans leurs bottes face à l'État. À tel point que je passe mon temps à faire des conférences en milieu patronal avec la Fédération du bâtiment. À chaque fois que le préfet est présent, le président de la fédération commence son discours à « Monsieur le préfet ». Il y a 3 ans, l'EM Lyon, qui est une école d'entrepreneuriat, organisait le WEF, le World Entrepreneurship Forum. Ils avaient fait venir tout le gratin mondial de l'entrepreneuriat, le patron de Les Nouveaux, extraordinaire. Patrick Moll commence son discours, en était à Évian, par Monsieur le préfet. Et je pourrais multiplier à l'envie des exemples qui montrent que, et je reprends le propos de Crozier, hein, c'est l'infantilisation de la société française et du patronat français vis-à-vis de l'État. Et vous pouvez être surpris que ce soit un fonctionnaire d'État qui s'exprime ainsi. Mais je connais trop la machine bureaucratique interne pour savoir à quel point, même nous les fonctionnaires, on souffre de cette étatisation de l'esprit français. C'est pour ça que j'ai réagi immédiatement. Le rôle entrepreneurial de la société, je veux croire qu'il y a une société en dehors de l'État dans mon pays. Je veux croire qu'il y a une place de la société civile dans mon pays. Et il me semble que c'est bien l'initiative que vous portez. On est bien là, non pas fonctionnaires, représentants, on est là tous, si j'ai bien compris, des bénévoles parmi les bénévoles, les gens de bonne volonté. Et c'est cette idée que nous tous, société civile, on va s'organiser pour faire avancer l'image de la PME. Et donc, j'ai entendu tout ça dans ce que vous dites. C'est-à-dire finalement, la PME, c'est de l'indépendance ou c'est un indépendant mais qui doit forcément s'inscrire dans le collectif? Il me semble que vous avez dit les deux.
entreprendre, c'est une quête de liberté ou c'est un acte de libération? Celui qui est chômeur et qui crée son propre emploi, c'est peut-être plus l'acte de libération qui est pertinent que la quête de liberté. Mais on voit bien que c'est les deux. Et quelque part, vous avez, je trouve, avec des ateliers très différents, bien analysé cette diversité de la PME et qui, nous, en recherche, est un élément qui nous pose problème. Parce que c'est beaucoup plus facile de théoriser ce qui est homogène. C'était Aristote qui disait il n'y a de science que du général. Comment voulez-vous qu'on arrive à théoriser des formes de PME aussi diverses que, puisqu'on est au Davos, osons le voyage en terre entrepreneuriale, la PME high-tech de la Silicon Valley, la PME sous-traitante japonaise, l'entrepreneur informel africain, le petit viticulteur bordelais, la moyenne entreprise patrimoniale du Mittelstand allemand. Et puis je pourrais rajouter la PME familiale des districts industriels de la région Émilie-Romagne en Italie. Je viens rapidement de vous dresser l'immense diversité des formes de PME dans le monde. On parle de PME tous, quel que soit le pays, mais on se rend bien compte que les formes sont extrêmement diverses. Eh bien, malgré toute cette diversité, je pense que nous pouvons et que nous devons théoriser la PME. Et je parlais avec un d'entre vous tout à l'heure, hier quelqu'un a osé parler de paradigme de la PME. Il paraît que ce terme a fait réagir l'Assemblée. Eh bien, souffrez que je vous fasse réagir à nouveau. Car c'est ça la grande question. Nous devons créer un paradigme de la PME. Nous devons créer une théorisation de la PME, parce que les élites ne respectent que les théories. Et le fait d'avoir insuffisamment théorisé la PME, le fait d'avoir insuffisamment créé le logiciel de la PME, fait que nos élites politiques, qui sont des hommes et des femmes de bonne volonté, mais je vais prendre un exemple, on est ici en propos libre. Comment expliquer que Moscovici, quand il arrive au gouvernement, se mette à le patron, il est patrimonial. Le patron, il est patrimonial et patriotique. C'est pour ça qu'il délocalise moins. Et ces mots-là sont toutes les mêmes dérivés du même mot. Le patron patrimonial, patriotique, patronymique, où on a encore parfois des patrons de PME qui mettent leur nom pour baptiser leur entreprise. Mais tout l'appartenance au territoire qui est très fort en PME. Alors que la grande entreprise, pourquoi elle peut délocaliser facilement? Parce que le management de la PME n'est pas un management, pardon, le management de la grande, c'est pas un management que moi j'appelle proximal, où la notion de proximité est fondamentale. Non, le management de la grande entreprise, c'est un management distal. J'en parlais aux 30 ans de... C'est-à-dire que quand on invente des systèmes de reporting, quand on invente des systèmes de contrôle de gestion, une fois que votre système est mis en place, que vous ayez 3, 5, 15 filiales, il y a des économies d'échelle organisationnelles. Et donc du coup, vous pouvez localiser ici ou là. Enfin, on voit bien que la grande entreprise multinationale, elle est beaucoup plus mobile parce que quelque part, et quand je dis ça, je ne veux pas opposer, elle est plus apatride. Rappelez-vous, il y a 20 ans, Suard, qui était le patron d'Alcatel, qui avait sécurisé sa maison aux frais du groupe Alcatel. C'était à l'époque où on assassinait Georges Besse. Bon, il faut le rappeler. Et donc, on peut comprendre Suard. Et on l'avait menacé parce que c'était l'entreprise qui avait payé ses frais. Elle avait dit, si c'est comme ça, je vais délocaliser l'état-major d'Alcatel, on ira en Belgique. Déjà, on en parlait. Donc, effectivement, la grande entreprise peut se localiser, se relocaliser plus facilement, puisqu'elle gère à distance. Mais une PME, il y a une unité de lieu, il y a une unité de temps, il y a une unité d'action dans les PME. Je l'ai dit, je l'ai écrit, la PME c'est une tragédie racinienne. Vous avez au même endroit une proximité avec les acteurs. Et donc ça crée à la fois des éléments qui peuvent être extraordinaires, ça crée aussi des fois des moments émotionnels durs. C'est pour ça que je m'intéresse à la santé des chefs d'entreprise. Parce que le dirigeant de PME est un management frontal, un impayé. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient
pas en juin dernier, mais il y a 18 mois, c'était le MEDEF qui avait fait venir Henri Lachmann ici à Montpellier. Et Henri Lachmann qui disait, vous savez, quand j'étais président du directoire, lorsque j'avais 1 million d'impayés, je n'étais même pas au courant. Il dit ça à des patrons de PME. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez le froid qui s'est propagé dans la salle au mois de juin à Montpellier? Il est fort, Lachmann. Ah oui, il est fort. Et puis comme il est très fort, même promo que Georges Frêche. Il a laissé se propager le froid. Je sais pas, il devait y en avoir dans la salle, vous en souvenez? Puis il a dit non, je vais être honnête avec vous, pas 1 million, 5 millions. Et il a retourné la salle. En disant, vous voyez, moi j'ai des services de contentieux, j'ai des services juridiques qui gèrent pour moi ces problèmes-là. Mais quand on est un dirigeant de PME, TPE, on est un management frontal, on n'est pas un management distal. Or, il n'y a que le management distal qui a été terrorisé. Il n'y a que ce management distal qui a enseigné dans les IE, même en AES, et même à Lyon, qui est pourtant une école d'entrepreneuriat. Mes collègues sont des profs de marketing, alors ils travaillent tous sur des problématiques de grandes boîtes. La PME est la grande oubliée. La grande oubliée des scientifiques, de l'ordre médiatique, de l'ordre politique. Alors, je dirais, puisque peut-être que mon temps est déjà épuisé, je dirais que sont les PME? Excusez-moi, mais je vais la jouer à la BCIS. Tout. Quand on regarde l'ordre économique, les PME représentent 96% des entreprises, 2 emplois sur 3, 55% du PIB. C'est intéressant ces chiffres, j'en donne que 3, mais moi ils sont faciles à retenir. Si on devait prendre une balance entre la grande entreprise et la PME, il est clair que la balance penche en faveur de la PME France. Les PME sont largement les plus grosses contributrices à la création d'emplois et à la création de richesses. Or, qu'est-ce qu'elles pèsent dans l'ordre scientifique, médiatique, politique? Ben rien. Eh bien, on peut supposer que peut-être ce Davos de la PME sera de faire que demain elle pèse quelque chose. C'est-à-dire que la PME, c'est le tiers-État. Et je dirais même, nous sommes le tiers-État. Parce que quand on est PMiste à l'université, on pèse pas plus dans l'ordre scientifique que ce que vous pesez dans l'ordre économique. Comme je vous le disais tout à l'heure, il vaut mieux faire sa carrière en disant je suis prof de finance, passer toute sa vie à analyser des banques de données où on regarde des cours d'action pour essayer de faire apparaître des phénomènes qui sont peut-être intéressants. Mais vous croyez que mes collègues se confrontent à la réalité de l'entrepreneur? J'avais une collègue de Toulouse qui me disait que l'Economic School of Toulouse, qui est réputée, hein, Tirol, etc., mais je n'arrive même pas à le dire. Et elle me disait qu'elle avait une de ses collègues qui disait mais moi j'ai peur de l'entreprise. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et vous savez, je vais vous le dire, j'ai même une inquiétude, parce que dans mon propre camp, si j'ose parler de camp, les profs PMistes, l'entrepreneuriat, aujourd'hui il y a une montée d'entrepreneuriat, je m'en réjouis. Mais quand je regarde mes collègues en entrepreneuriat, aujourd'hui travailler, alors ils travaillent sur l'intention entrepreneuriale des étudiants. C'est très bien. Mais du coup, au lieu d'observer les champs d'entreprise, ils s'intéressent aux étudiants. C'est très facile. Moi, si j'ai un questionnaire à faire remplir à 400 personnes, je demande à mon amphi, c'est captif, à mes étudiants, tiens, remplissez-moi le questionnaire. J'en ai d'autres qui font de la bibliométrie. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à analyser ce que les autres ont dit. Et du coup, même l'entrepreneuriat, aujourd'hui, est une discipline qui tend de plus en plus à se distancier de l'économie réelle. Et donc, il y a un réel problème dans notre pays. Pour moi, théorique, c'est on a très peu d'économistes de l'économie réelle. On a des économistes financiers, on a des économistes internationaux. Rappelez-vous, il y a 3 semaines, pour ceux qui étaient au débat avec Guénaud, pour les 30 ans des femmes chefs d'entreprise, Guénaud parlait de mondialisation, et moi je parlais de territoire. Et puis il parlait de mondialisation, moi je disais, pas territoire. Puis au bout d'un moment, vous l'avez vu comme moi, qu'est-ce qu'il me dit, Guénaud? Il dit, bon, ok, mais quand même, la mondialisation, ça concerne tout le monde. Comme si le territoire ne concernait pas tout le monde. Mais il y a une hiérarchisation des sujets. Il y a une hiérarchisation, il y a une domination. Il y a une domination de la pensée. Le mot mondialisation, il correspond à la réalité de la PME. Je vais vous expliquer. La grande entreprise industrielle, elle, est soumise à des contraintes de mondialisation. Le mot mondialisation est un mot pertinent pour comprendre Schneider, pour comprendre Vivendi, pour comprendre Michelin. Et moi, je passe mon temps
à faire des séminaires de stratégie avec des dirigeants de PME, TPE. Oui, on va parler de Bertrand, c'est un modèle. Oui, on va parler de Vitech, très bien. Mais en réalité, parmi vous, les chefs d'entreprise présents, combien sont mondialisés? Très peu. Déjà, combien exportent parmi vous? Et quand vous exportez où? Vous savez où vous exportez? Et là, il y a un modèle, le modèle d'Uppsala, de mes collègues chercheurs empéristes suédois, qui ont très bien montré. Le dirigeant de PME, quand il exporte, c'est d'abord vers les pays proches. Les PME, les dirigeants de PME qui exportent en France, vous savez où ils exportent en priorité? En Allemagne. Et puis après, en Italie. Et puis après, en Angleterre. Et puis en Espagne. Et puis après en Belgique. Ah ben ça alors? Oh, quel hasard! C'est-à-dire qu'en fait, je suis en train de vous dire que la mondialisation dont tout le monde nous parle, en PME, c'est une affaire de proximité. Et donc le paradigme de la PME, pour moi, c'est 20 ans de recherche. Et je vous invite là aussi peut-être à lire les travaux que nous faisons. Moi, en 1999, j'ai écrit un livre, Les PME, aux éditions Flammarion. Le livre est épuisé. Mais du coup, j'ai récupéré les droits d'auteur. Alors, je l'ai mis en ligne. Si vous allez sur mon site oliviertorres.net, je crois, ben, vous pouvez vous procurer le texte. Donc vous verrez, j'ai écrit le voyage inter-PME, etc. Et qu'est-ce que j'explique? Il y a 15 ans déjà. Et je ne changerai pas un mot. C'est que pour moi, le paradigme du management de la PME, c'est la proximité. Ce qui est l'élément fondamental qui distingue, pour le coup, la PME de la grande. C'est l'importance et le poids que revêt la proximité. Un dirigeant proche de ses salariés, qui fait que la CFDT le reconnaît, il y a moins de grèves dans les PME que dans les grands groupes. Pourquoi? Parce que la question de la lutte des classes n'a pas de prégnance en PME. Les dirigeants de PME, vous le savez, ils gagnent en moyenne 4 200 €. Vous l'avez évoqué ça. Alors que les Échos ont publié les salaires des dirigeants du CAC 40, le loser du CAC 40, c'est celui qui gagne le moins, c'est 100 000 € par mois. C'est le loser, le gars, il se cache. Hein. Parce que les autres gagnent plus. Vous voyez? 100 000 €, 4 200. Alors là, je suis désolé, mais si on regarde le revenu, les PME et les TPE sont plus proches que la grande entreprise. Je pense qu'il y a ici plus de gens qui sont aux alentours de 4 200 € par mois, et certains même moins, que 100 000 € par mois, et peut-être 1 million. Donc on voit bien qu'il y a une proximité hiérarchique entre le dirigeant et les salariés. Et d'ailleurs, le dirigeant, c'est un technicien, il maîtrise son métier, il est capable, s'il gère une société de transport il a son permis poids lourd, il est capable de conduire. Les salariés le voient comme eux. Un jour, je parlais avec Rudy Ovino, mon ancien président de la CCI. J'étais dans son bureau, et puis d'un coup, il se lève, alors je le suis, et il sort de l'atelier, je le suis, et il va au cul du camion, comme on dit, pour déverser la marchandise qu'il venait de recevoir avec ses gars. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai déversé comme eux. Et je me disais, tiens, est-ce qu'on pourrait imaginer Carlos Ghosn au cul d'un camion, en train de déverser un moteur? Je vous pose la question. S'il le fait, c'est qu'il y a un journaliste de Paris Match derrière lui, pour prendre une photo. Enfin, comme naguère, ce ministre qui avait un sac de riz sur le... J'oublie tout le temps son nom. Et on voit bien que la PME et la grande entreprise sont des mondes très différents. Il y a une proximité fonctionnelle, il y a une plus grande polyvalence à la PME, il y a une proximité temporelle, c'est-à-dire la réactivité, la flexibilité. C'est ce qui fait votre force. Dans une grande entreprise, quand il y a une nouvelle idée, il faut presque un plan quinquennal pour qu'elle monte et qu'elle redescende. On voit bien, il y a une proximité spatiale, une unité de lieu. Donc on voit bien que la proximité est un élément qui permet de bien décrire le monde de la PME. Et puis il y a un deuxième élément, qui me paraît fondamental et très méconnu du grand public, c'est la proxémie. La proxémie, c'est une loi qui a été montrée par les psychologues, qui est cette idée que ce qui est proche de moi est plus important que ce qui s'en éloigne. Eh bien, je pourrais vous montrer facilement qu'un grand nombre de décisions stratégiques prises dans les PME, en fait, obéissent à cette loi proxémique. Le dirigeant de PME a plutôt tendance à prendre des décisions en utilisant les ressources qui lui sont proches. Pourquoi? Parce que ça réduit l'incertitude. En matière de transmission, par exemple, un dirigeant qui a créé une entreprise, très souvent, les premières personnes à qui il pense, c'est de transmettre à ses enfants, quand il en a, et qui sont prêts à reprendre. Et puis après, il y a
les parties prenantes, et ce n'est qu'à dernier recours qu'on vend un tiers inconnu. En matière d'exportation, c'est pareil, on l'a observé. Les PME exportent plutôt prioritairement vers les pays proches. En matière de financement, on le sait, c'est d'abord l'autofinancement, puis après l'emprunt. Et l'ouverture du capital, c'est un dernier recours. Donc on voit bien qu'il y a plein de phénomènes par lesquels la proxémie est un élément extrêmement explicatif. Et donc ça peut être aussi des éléments que j'apporte à la contribution de ce Davos de la PME. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'opposer la PME à la grande, parce que ça, c'est une impasse. Et pendant trop longtemps, en France, ça c'est l'histoire de notre syndicalisme à nous, la PME s'est fourvoyée dans le poujadisme. C'est une impasse. Les réactions à l'ANICU, Civinati, les réactions poussées plus récemment, enfin, c'est une impasse. Il ne faut pas défendre la PME, il faut la promouvoir. Vous voyez le mot défendre, UDCA, CID, UNATI, le D c'est la défense. C'est réactionnaire. Non, il faut la promouvoir, la PME. Et comment la promouvoir? Par les initiatives qu'on vient de prendre. C'est-à-dire d'essayer de théoriser. Et comment on théorise? Alors c'est ça, je ne sais pas si c'est conscient ou pas, mais votre méthode est excellente. Parce que je dis toujours, la PME c'est une culture de l'oralité, en tout la proximité. Or, cette oralité est un frein à la théorisation. C'est-à-dire que peu de dirigeants de PME prennent la peine d'écrire des livres. Alors je vous le dis, écrivez des livres. Parce que Carlos Ghosn a écrit des livres. Jean-Marie Messier a écrit des livres. Jacques Maisonneuve a écrit des livres. Et après, nos étudiants, nos enfants, quand ils vont à l'université, ils regardent des livres écrits par ce qu'on appelle des patrons, mais qui ont vécu dans des grands groupes. Mais des livres écrits par des patrons de PME, par des artisans, par des commerçants, par des professions libérales, ils sont relativement rares. Et quand on est dans une culture de l'oralité, le jour où vous disparaissez, eh bien, je vais paraphraser Amadou Hampâté-Bâ, eh bien, quand un patron de PME meurt, c'est un fonds de commerce qui brûle. Parce que meurt avec lui toutes les relations qu'il a tissées. Et bien, du coup, il faut écrire. Et donc, si j'ai bien compris, vous vous êtes efforcé d'écrire. Hein, une méthode dure, c'est ça. Duralex Index, mais vous les avez forcés à écrire. Donc, du coup, il peut y avoir capitalisation. Parce que ce que vous avez écrit, on peut le transmettre. Et puis d'autres peuvent rajouter leur écriture. Et je ne dirai jamais assez que l'histoire commence par l'écriture. La civilisation commence par l'écriture. Or, la PME est dans la culture de l'oralité. Donc, vous comprenez que c'est un élément de fond, tout ça. Et puis, écrivez des livres avec 20 pages, 30 pages, on s'en fout du nombre de pages. Hein. Et puis, si vous faites des fautes d'orthographe, on s'en fout aussi. On rectifiera ça. Mais écrivez. Il faut que la parole du dirigeant de PME soit consignée pour être transmise. Expliquez que quand vous avez un impayé, ça vous empêche de dormir. Parce que les autres, eux, disent « j'étais même pas au courant ». Et donc, du coup, ça va donner l'idée que nos étudiants, un impayé, c'est pas grave. Alors que c'est fondamental. Votre atelier sur le crowdfunding, c'est justement de faire en sorte de trouver des systèmes de financement qui permettent d'être alternatifs. Donc on voit bien que ces questions-là sont fondamentales et que le monde de la PME a quelque part intériorisé une forme d'infériorité. Je ressens dans le monde de la PME une forme d'infériorité. Et notamment par rapport à l'État. L'État est roi en France. Regardez le passage que vous avez fait, système entrepreneurial de la société, c'est devenu l'État. Ah ben, non. Il y a de la place, enfin, j'ose espérer, pour la société civile. Hein. Mais on voit bien que la question de l'écriture, la question de la théorisation, la question de la promotion de la PME est une question qui est insuffisamment promue dans notre pays et même à l'étranger. Donc on voit bien qu'il y a une révolution de fond, en fait. Il y a une révolution de pensée, il faut changer les logiciels. Parce que je parlais de Moscovici, mais l'ancien gouvernement, rappelez-vous, moi ça m'avait interpellé, je l'ai dit, je ne sais plus où, il s'était mis en tête il y a 4-5 ans qu'il n'y avait pas de dialogue social dans les PME. Vous en souvenez de ça? Vous vous en souvenez de ce débat? Et vous savez quel était leur raisonnement? Vous avez oublié?
Moi non. Il disait qu'il n'y avait pas de CHSCT dans les PME. Il n'y a pas de délégué du personnel dans les PME. Donc, il n'y a pas de dialogue social. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'ils ont pensé grand, ils ont pensé la grande entreprise et ils l'ont appliqué à la PME. Comme s'il n'y avait pas de spécificité. Alors que chacun sait qu'un dirigeant de PME croise du regard ses salariés tous les jours. Moi, je ne vous connais pas. J'imagine, vous, que c'est votre tête habituelle. Bon, je vous revois demain avec la même tête. Je me dis, c'est sa tête habituelle. Si un autre jour vous changez de visage, ben, je me dis, mais tiens, ça ne va pas. Immédiatement, le dialogue s'engage. On voit bien qu'il y a une relation directe dans les PME, qui change complètement la modélisation. Mais vous voyez, nos élites politiques, qui sont des gens de bonne volonté, ils n'ont pas le logiciel. Ils ont été formés en plus dans des écoles où, à Polytechnique, à Centrale, ou même ailleurs, on ne parle pas de la PME. J'ai passé une agrégation en économie. Je suis normalien. Vous vous rendez compte, j'ai fait une grande école. En 5 ans d'études d'économie, hein, j'ai pas fait de la psycho, j'ai pas fait du latin. Combien de fois j'ai entendu le mot PME, à votre avis? Ouais. Exactement. Vous êtes agrégé d'économie? Non. On ne m'a jamais employé le mot PME. Vous vous rendez compte? Et je suis économiste. Donc, ce qui veut bien dire qu'à un moment donné, les représentations collectives qui forment, qui créent les paradigmes dominants et qui créent la ligne d'horizon de notre société, c'est-à-dire les mots sur lesquels on va nous interpeller, la mondialisation, la compétitivité, tous ces mots-là renvoient à la domination des préoccupations de la grande entreprise. Et donc, du coup, moi, j'interprète le travail que vous avez fait comme une invitation de la société civile à se structurer, parce que seul on ne pèse rien. Vous avez raison, seul on ne pèse rien. Mais ensemble, de manière structurée, avec l'humilité du dirigeant de PME. Il y a un mot que j'aime, c'est le mot humilité. C'est un développement humble, la PME. Il y a parfois des formes d'arrogance quand on croise certains ministères ou certaines grandes entreprises. Il y a une humilité liée aux moyens. Comme dit Pierre-André Julien, qui est un grand théoricien de la PME au Québec, la PME, elle peut innover, bien sûr, mais elle est faite aussi d'astuces. Et ces astuces permettent justement aux dirigeants de PME de pouvoir se positionner différemment et de créer sa singularité. Moi, je crois que la stratégie importante en PME, c'est comment vous arrivez à construire votre singularité. L'uniqueness. Ça c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Donc, on pourrait imaginer un jour développer, ici, dans cette région, peut-être même ailleurs, des séminaires de stratégie pour les dirigeants de PME, pour développer la façon de créer la singularité. Et c'est certainement pas la matrice BCG, que vous connaissez peut-être, qui est utile en PME, parce que la PME, elle est monoproductrice. Une fois que vous avez positionné les 2 ou 3 activités sur la carte stratégique, à quoi ça vous sert? Vous voyez, souvent on utilise des bazookas pour tuer des mouches. Parce que les bazookas ont été étudiés pour gérer la langue, et ils ont leur utilité. Fait qu'un bazooka, on peut tuer une mouche, j'en doute pas. Mais on voit bien que les outils dominants, les outils majeurs, ont été conçus pour la langue. Donc il y a, je dirais, toute une révolution à faire. Eh bien, gageons que le travail que vous avez fait, qui montre que la PME est entre l'individu et le collectif, qui montre qu'entreprendre est peut-être à la fois une quête de liberté et un acte de libération, puisse permettre demain, non pas de défendre la PME, mais de la promouvoir, puisque c'est bien de ça dont notre société a besoin. Voilà, je vous remercie pour votre attention.